Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son. Bonjour à toutes et tous, bienvenue dans Let's Prod, le podcast de la production musicale. Je suis Benjamin, formateur à l'école DJ Network. Au programme de cet épisode, les secrets du mastering. Dernière étape avant la sortie d'un morceau, le mastering fait suite à la production et au mixage audio. Indispensable pour certains, facultatif pour d'autres, chacun a son idée sur le mastering sans réellement le maîtriser. Cet épisode de Let's Prod cherche à clarifier les réels enjeux d'un mastering en 2021. Pour en parler avec nous, David Achour, ingénieur mastering chez Color Sound Studio. Color Sound est depuis une dizaine d'années l'une des références françaises et internationales en matière de mastering. Basé à Paris et à Barcelone, Color Sound est spécialisé dans le mastering analogique. David nous détaillera leur façon de travailler, le matériel qu'ils utilisent, ainsi que la manière d'obtenir le meilleur résultat possible. Dans la deuxième partie de ce podcast, nous évoquerons en détail les plugins dédiés au mastering, notamment la suite Ozone d'Isotope, et nous chercherons à savoir s'il est possible d'obtenir des résultats professionnels en masterisant uniquement en digital. Enfin, nous vous dévoilerons quelques astuces professionnelles qui vous permettront d'améliorer significativement votre master. Voilà pour le sommaire de cet épisode. Let's Prod, c'est parti. Let's Prod. Pour débuter cet épisode, nous accueillons David Achour, ingénieur master chez Color Sound Studio. Bonjour à toi, merci de nous accorder cet entretien. Pour commencer, j'aimerais savoir comment tu as démarré ta carrière d'ingénieur mastering. Alors, c'est assez simple et assez original, c'est-à-dire qu'on était artiste avec Florent, on avait un label et un groupe qui s'appelait Oscar, le label D-Note Record, dans les années 2000. Ce qui s'est passé, c'est qu'on était sur beaucoup de voyages, comme tous les artistes un peu French Touch à cette époque. En revenant, dernier album, on essaie de faire un mastering ailleurs que chez Translab, qui était très sympa aussi. Et la nouvelle boîte qui nous sortait l'album nous proposait un autre studio de mastering, parce que souvent, selon les sociétés ou la distrib que tu as, chacun ses arrangements pour payer les masterings plus ou moins chers. Donc, chacun essaie de te ramener un peu à la couleur du mastering avec laquelle il est habitué, on va dire. Donc, du coup, on se retrouve chez Top Master. Le début de l'histoire, c'est ça. Et on rencontre André Perilla. On se retrouve à aller chez Top Master, à écouter l'album avec André, qui est un personnage atypique, on peut dire ça. On est rentré du coup à ses potes avec lui. Et j'ai vu qu'il avait des cabines de libre. Lors d'une tournée en Allemagne, il nous a appelé avec son associé Gilles. Il nous a dit, écoutez, on est chaud, on peut vous louer une cabine tant par mois. Et là, l'aventure du mastering a commencé quelques mois après. Il me demandait quand j'étais là, du coup, de venir écouter ce que j'en pensais. Il testait un peu mon oreille. Et que d'un coup, il a dit avec l'album de Passy, carrément, hein, bien, tu vas faire le mastering à ma place, mais t'inquiète, je vais être à côté de toi. Et on avait fait à peine de mastering quand même. Mais par contre, on avait l'oreille de développer. Donc, ça a commencé comme ça. Comment a débuté l'aventure Color Sound ? Top Master va pas très bien financièrement. On essaie de reprendre le studio, mais c'est trop coûteux pour nous. Fin 2008, on va ouvrir Color Sound Studio, je dirais en septembre ou novembre, je sais plus exactement. L'aventure va commencer là et malheureusement, on va pas pouvoir continuer avec André qui aurait dû nous rejoindre et qui va pas nous rejoindre pour venir avec la machine pour graver les vinyles. Comme ça, on aurait eu vraiment le pack mastering classique plus le vinyle et puis ça va pas se faire malheureusement. Donc nous, on va rester tous les deux avec Flo chez Color Sound. Ça va être le début de l'histoire. Peux-tu nous parler du matériel hardware que tu utilises ? Alors, faut savoir que maintenant, on a 2 studios. Donc, moi, je suis parti de France il y a 2 ans. Je vis à Barcelone maintenant et j'ai monté un autre studio à Barcelone. C'est toujours Color Sound, c'est pour ça qu'on met Paris-Barcelone. Pour parler un peu du matériel, j'utilise du Bettermaker Mastering Limiter. On a du GML modèle 9500 Mastering Equalizer. On a après toute la série Bettermaker en mini rack 500, les 2 EQ et puis le compresseur. J'ai toute la série Bass Audio qui est donc Prometheus, le Dion et l'Hyperion. J'ai le Rupernig aussi qui vient d'arriver, le 542, donc qui est l'émulation magnéto à bande qui est à mon avis la mieux réussie du marché, plugin confondu. Après nous avons du Monster 2 Loop Trotter, compresseur limiteur. Après nous avons du Iron SPL, compresseur limiteur aussi. En conversion, nous avons le Crane Song, le HEDD 192. Ce
aussi, je renvoie tout ça en numérique. C'est l'Apollo X8 qui me fait le lien avec le SPDIF pour envoyer au Crane-Song et qui repart dans les deux sens en aller-retour. Et puis j'ai des focales, une grosse paire de focales avec un caisson de basse pour les écoutes. Quel est l'élément le plus important pour toi pour obtenir un mastering professionnel ? C'est la source, on va pas refaire une histoire. Pour un bon mastering, il faut avoir une bonne matière à la base. Je dirais presque que la matière est plus importante que le mix. Voilà, on fait pas de magie, mais s'il y a des bonnes prises de son, des bons samples, des bons éléments dès le départ, on se débrouille quand même relativement bien. Comme j'ai un label et que je fais de la prod moi toujours à côté, que je suis donc amené à utiliser des banques de samples, tout ce qui est sur le marché. C'est vrai que c'est difficile aujourd'hui de pas trouver des banques de rythmique qui sonnent pas et tout, voire c'est pas possible. C'est-à-dire que tout sonne assez bien, les plugs se sont améliorés sur les synthés analogiques, les reproductions coûtent pas très cher, donc on peut avoir de l'analo. Donc là aujourd'hui, on a tous les éléments techniques pour avoir quelque chose qui sonne mieux. Donc du coup, moi en mastering, je trouve que mon boulot est plus intéressant qu'avant parce qu'on me donne une meilleure source. Quelqu'un qui souhaite faire appel à tes services doit envoyer son mix à quel niveau sonore, pic et RMS ? Alors, pour moi, depuis des années, je demande des pics à -2. Voilà, c'est vraiment mon repère. Souvent, on m'envoie même à -6. Donc, le pic étant le sommet le plus haut du son dans ton morceau. Bien optimiser les niveaux. De me le donner trop bas en digital, ça sert à rien, je vais le remonter. Du moment que c'est pas matraqué, que c'est pas limité à mort, il me reste de la marge. C'est vrai que quand c'est limité à mort, faire un mastering analogique par-dessus, franchement, c'est pas franchement utile. Quelle est en général ta chaîne d'effets de mastering ? Le SPL, plutôt pour les trucs assez lents avec des releases différents. Le Monster 2, c'est plutôt sur des choses un petit peu plus électroniques, en sachant que j'ai le Dion de chez Wise Audio qui marche du tonnerre de Dieu aussi. Et les couleurs d'EQ encore plus. Ils ont tous des couleurs différentes et quasiment automatiquement, je sais ce que je vais mettre dessus et c'est rare que je me trompe. Mais en mastering, en règle générale, les ingé-sons n'utilisent pas un seul limiteur ou un seul compresseur. C'est faux, il y a plusieurs étages avec plusieurs vitesses et plusieurs grades pour justement garder quand même une musicalité et pas tout écraser comme un monstre tout de suite, quoi. Quelle est ton opinion sur le mastering 100% digital ? T'arrives-tu de masteriser uniquement avec des plugins ? Peut-on arriver à des résultats aussi professionnels qu'avec un mastering analogue ? Pour ça, je crache pas du tout sur le numérique, contrairement à d'autres collègues éventuellement. Le premier truc que je dis, je prends le meilleur des deux mondes. C'est-à-dire que dans ces deux mondes-là, il y a des trucs super. En règle générale, tout ce qui est négatif, c'est en numérique que je le fais. J'ai pas trouvé plus précis que le numérique. Et par contre, tout ce qui est positif, c'est que l'analogique. Je crois que j'utilise aucun plug, sauf petite ruse pour les mix master stem où je fais entre 24 et 30 pistes, mais là, on n'est plus vraiment dans le mastering. Là, je peux m'aider de tout ce qui est UAD. Je suis partenaire avec eux, donc j'aime beaucoup cette marque depuis longtemps, même si maintenant, aujourd'hui, il y a d'autres processing très intéressants avec des cartes accélératrices comme ça processées. Je fais jamais du coup de mastering avec des plugs, je ne verrai pas l'intérêt de mon côté. Après, il peut y avoir un intérêt, par exemple, sur le dubstep. Bon, c'est une musique en ce moment qu'on n'a plus beaucoup, qu'on entend moins. Mais par exemple, c'est un exemple intéressant sur le fait que cette musique-là, quand elle était un petit peu à la mode, même si elle existait bien avant en Angleterre, j'ai trouvé qu'à chaque fois qu'on me demandait de masteriser en analogue du dubstep, c'était pas aussi bien que ce que me faisaient les artistes en numérique. Et j'ai dit, vos plugs, ils sont plus forts parce que cette musique-là, qu'à la deuxième vague du dubstep, elle est arrivée avec le numérique. Clairement, elle était faite avec le numérique. Et j'ai envie de dire que si c'est fait, conçu, pensé comme ça, il faut aller au bout du process de vouloir mettre de l'analogique dessus à tout prix. Il n'y avait aucun intérêt et souvent, on n'arrivait pas à faire ce que faisaient les plugs. Comment obtenir un mastering puissant tout en maintenant une certaine dynamique, notamment sans perdre le punch des drums ? Alors ça, par exemple, c'est intéressant avec les bandes magnétiques, par exemple. Ça devient très intéressant. Tu peux avoir une pression, on va parler en pression acoustique et en niveau, avec une bande qui peut être assez démoniaque, alors que tu as encore un niveau de dynamique qui est respectable. C'est-à-dire qu'on a quand même une sensation, en tout cas visuellement, tu vas voir des crêtes, il se passe des choses, il y a des dessins. Alors que le plugin, pour avoir ce sentiment et ce ressenti, si tu le regardes, tu risques d'avoir un bloc, clairement. Alors que par exemple avec un processing analogique et notamment les bandes qui sont très connues pour ça, alors attention parce que les transients ne sont pas toujours rapides et tout, donc c'est vrai que les trucs assez rapides ça peut rendre moins bien, on va dire que les trucs sur des 190 à 110 BPM ça se passe vraiment bien, et là tu peux avoir cette pression et ramener donc du coup un RMS important et avoir une masse sonore qui vont que tu as un gros niveau et que tu vas être englobé dans le son avec une grosse puissance alors qu'il te reste de la dynamique.
Quel est ton avis sur le bridage des niveaux sonores LUFS par les plateformes de streaming ? Doit-on adapter le mastering à ces plateformes ? Je dirais que maintenant, chacun est libre de faire ce qu'il veut sur les plateformes parce que tout va quand même rentrer à la fin. Ça va passer. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'avec un client, lors du premier confinement, donc l'année dernière, on a beaucoup échangé et on s'est mis dans le trip d'envoyer des morceaux à Spotify, clairement en test, que ce soit mon label ou lui, en leur envoyant des mails à côté, en leur demandant d'être le plus transparent possible de comment ils faisaient pour transformer et jusqu'où ils allaient et qu'est-ce qui se passait. Donc sur Spotify, je suis capable de te dire ce qui retire, pourquoi, à partir de combien et ce qui va rester. Il y a quelques mois, j'ai commencé à proposer d'office à tous mes clients un mastering orienté streaming et l'autre radio parce que je voulais pas imposer un mastering moins fort qui passe mieux du coup sur les plateformes où tu n'as plus besoin de tricher et du coup quand tu triches pas, tu passes parfois mieux que les autres qui ont été descendus et du coup ils ont plutôt un son que je dirais tout est triqué et là du coup toi si t'as pas fait ça, souvent tu as un mastering moins fort, il va passer mieux que l'autre. Et de l'autre côté, j'ai la version que j'ai appelée radio ou club, là où je mets encore des niveaux assez costauds parce que j'ai quelques gros contacts en radio et ils me confirmaient encore il y a un mois. David, on reçoit tes trucs, on prend toujours la version radio. Nous, en radio, on fait pas dans le détail, on prendra toujours ce qui patate. Donc, continue à faire cette version-là parce que nous, on prendra ça systématiquement. Donc, du coup, je livre 2 masters, c'est plus de boulot, mais comme ça, mon client est capable de se dire, le streaming, je lui fais confiance. Et par contre, la radio, je veux pas me rater parce que le mec à la radio, il a besoin d'écouter fort ou le mec à qui j'ai envoyé en promo, voilà, il a besoin que ça pète dans son truc. Évoquons le cas du stem mastering. Peux-tu nous expliquer la différence avec un mastering traditionnel ? Alors, c'est venu, le STEM en Europe, on devait être un des premiers studios, d'après mes confrères, à engager ce process parce que on rentrait dans cette guéguerre un peu du niveau, faut bien dire que ça allait avec, et on s'était rendu compte avec Florent que masteriser avec un stéréo qui sonnait pas terrible, puisqu'on n'avait pas les banques de son de maintenant, c'était vachement plus dur d'avoir un rendu, et le client, il te disait, t'as fait machin, ou Robotini dans la techno, ou plein d'autres qu'on a fait avec des labels Kitsune, et j'en passais des meilleurs. Lui, il se dit qu'en choisissant Color Sound, il va avoir ce son-là. Bon, alors c'est difficile de dire au client, non, tu n'auras pas forcément ça puisqu'on démarre pas avec la même matière. Et pour contrer ça, on s'est dit qu'on allait prendre des pistes séparées. Comme nous, on venait du monde de la production et du mix, avec Florent, on était assez à l'aise de dispatcher comme ça jusqu'à 8 stems et d'améliorer grandement le mix d'un point de vue technique et pas forcément artistique. Notamment, le kick bass était 60% du morceau en dance à l'époque. Donc, si tu as un kick bass qui fonctionne pas, ton morceau, il est foutu. On a commencé à demander le kick séparé de la rythmique à part, les percus à part, la basse à part, surtout, ce qui nous permettait de régler les EQ ou du sidechain plus prononcé. On va faire un sidechain technique et pas artistique, donc parfois des sidechains qui s'entendent pas trop mais qui permettent de pas bouffer trop d'énergie avec les basses qui t'empêchent de mettre du niveau. Du coup, c'est venu plutôt d'une contrainte, le stem plutôt qu'autre chose, et on a proposé du stem analogique, ce qui était très rare à l'époque, voire j'en ai pas trouvé en Europe qui proposait ça. Il y avait plutôt du stem quand il y en avait tout dans l'ordi. On est parti de là-dessus, donc du coup on a eu énormément de clients amateurs qui commençaient à envoyer les mix parce qu'on leur vendait un mastering à la hauteur des espérances qu'ils avaient, en sachant qu'on avait beaucoup plus bossé. Il y a 1 an, j'ai mis au point une offre qui s'appelle Mix Master Stem. Il y aura bientôt un site internet dédié à ça. C'est venu de clients qui étaient déçus des studios de mix. Il y a quand même une partie de studios de mix aujourd'hui qui devrait peut-être pas s'appeler studio de mixage ou d'enregistrement. Et j'ai commencé à avoir 1 client par semaine, 2 clients par semaine, 3 clients, puis j'en avais 1 par jour qui m'envoyait ça. Et à chaque fois, la mise à plat était mieux que le mix. Ça, c'était un truc de dingue. Et j'ai dit, mais c'est pas possible, on en est où? Mais vous mixez où? C'est qui? Alors, je regardais un peu les studios, donc c'est vrai que les studios, ça avait pas l'air incroyable. Il commence à y avoir une proportion de producteurs qui soient débutants ou amateurs confirmés à mieux faire que le mixeur, qui parfois peut proposer carrément autre chose que la mise à plat. Mauvaise vision souvent, parce que la mise à plat, souvent les mecs ont pu bosser quand même beaucoup dessus et s'y sont habitués. Mais l'habitude d'une mise à plat peut valoir sur tout. Ça existe même en maison de disque. Il y a beaucoup de projets qui sont sortis avec une mise à plat masterisée et pas le mix parce que le directeur artistique s'était habitué à la mise à plat et c'est ça qu'il aimait, il voulait plus rien entendre d'autre. Pour terminer, aurais-tu une astuce top secrète à dévoiler à nos auditeurs passionnés ? Une astuce de mastering un peu top secrète.
Un truc qui marche bien, c'est plutôt une petite compression au début, un limiteur plus dur à la fin, voire même une deuxième compression avec une vitesse différente, un release différent. Si tu veux choper tes transientes, tous les bons mastering, souvent ils cèdent de plusieurs étages, rééqualiser derrière un limiteur. Parfois c'est important parce que tu as perdu du bas et tu perds un petit peu du kick. Donc du coup, tu vas récupérer à 50 Hz ou à 100 Hz un petit dB parce que ton limiteur ou ton compresseur, forcément, il a un petit peu écrasé le truc, il a un petit peu réduit. Et toujours faire une écoute A et B, absolument, ça c'est essentiel, et toujours au même niveau. Si vous écoutez pas au même niveau, ça sert à rien. Donc c'est-à-dire vous mettez votre master et votre kit original et vous l'écoutez avant, après, au même endroit, et là vous dites qu'est-ce qui bouge, qu'est-ce qui recule, qu'est-ce qui est mieux, qu'est-ce qui était mieux avant, qu'est-ce qui a disparu, ainsi de suite. C'est comme ça, et une fois que tu as fait ça, tu remets ton niveau de mastering normal et tu sais que tu es mieux que ton original et que c'est pas juste du niveau sonore qui t'a bluffé l'oreille, parce que c'est très difficile d'avoir une oreille objective. Il faut pouvoir le mettre au même moment en A et B et pouvoir switcher. Ça, c'est la règle d'or que m'avait appris mon ancien boss pour masteriser, et je l'ai toujours appliqué, et c'est pour ça que je crois qu'on est parmi les bons studios bien reconnus, parce qu'on bosse bien, et ça, c'est vraiment une règle. Merci à David Achour d'avoir bien voulu partager tant d'informations. Enchaînons avec notre deuxième sujet consacré aux plugins de mastering. Let's Prod. Masteriser soi-même, est-ce possible en utilisant uniquement des plugins ? Pour des raisons évidentes de coût, les jeunes producteurs préfèrent en général réaliser eux-mêmes leur mastering. En revanche, ils sont très souvent déçus des résultats, et ce, même en utilisant de très bons plugins. Ce qui est capital à comprendre est que le mastering ne remplacera jamais un bon mixage et une bonne production. Mais si vous maîtrisez ces étapes, il devrait être alors possible de réaliser un bon mastering confortablement depuis chez vous. Des plugins comme Ozone d'Isotope regroupent de nombreux effets spécialement dédiés au mastering. On retrouve ainsi compresseur, limiteur, exciter ou encore élargisseur stéréo. La suite Ozone dispose même d'une intelligence artificielle avec une fonctionnalité appelée Master Assistant qui permettra d'obtenir des réglages prédéfinis de mastering. Utilisé seul, Isotope Ozone peut-il vous donner un résultat professionnel ? La réponse est oui, à condition d'avoir d'importantes connaissances dans les techniques du son. De nombreux studios professionnels réalisent d'ailleurs leur mastering exclusivement avec des outils digitaux comme Ozone. La formation Mix et Mastering proposée par DJ Network vous apportera l'ensemble des compétences à maîtriser pour obtenir des masters professionnels. Le plus important en mastering est l'environnement acoustique. Il faut travailler obligatoirement dans une pièce bien traitée qui limite les réflexions afin de bénéficier d'une écoute précise. Ensuite, il est préférable de masteriser sur des enceintes haut de gamme qui permettent d'augmenter à haut niveau les volumes de certains moments pour détecter d'éventuels défauts dans le morceau produit. Attention cependant à ne pas travailler en permanence à fort volume, sous peine d'entraîner très rapidement une fatigue auditive. L'idéal est de masteriser autour de 85 dB et de monter de temps en temps le niveau à 95-100 dB. Si vous êtes producteur, nous vous conseillons de travailler dès la production musicale avec une chaîne d'effets sur votre piste master. Cette simulation de mastering vous permettra d'adapter votre production et de choisir les meilleurs samples dès la phase de création. Vous pouvez par exemple ajouter un bus compresseur SSL suivi d'un limiteur comme le FabFilter Pro L2. Quels autres plugins peuvent être utiles en mastering ? Les professionnels utilisent très souvent des saturateurs, aussi appelés exciters. Ces derniers permettent d'enrichir le son en harmonique et augmenter la sensation de puissance sonore. Le Vertigo VSM3 de Plugin Alliance et l'Ozone Exciter sont des références en la matière. Ils émulent le plus souvent des distorsions à tube ou à bande qui apportent généralement une belle couleur sur le mix. Évidemment, n'hésitez pas à équaliser vos morceaux en utilisant des EQ analogiques comme l'AMEC EQ200 de Plugin Alliance ou encore la Diamond EQ d'Acoustica Audio, ce qui aura pour effet de colorer harmonieusement le morceau traité. En mastering, l'équalisation a pour but de sculpter le son plutôt que d'augmenter son volume. Pensez donc bien à réduire le volume de sortie sur votre plugin de manière à obtenir le même niveau avant et après l'EQ. Enfin, il sera certainement indispensable d'avoir dans votre arsenal de plugins des outils de contrôle dynamique comme des compresseurs et des limiteurs. Des compresseurs comme le Elysia Alpha Compressor ou le SPL Iron de Plugin Alliance sont spécifiquement dédiés au mastering. Même dans le cadre d'un mastering analogique, le limiteur final est souvent digital. La plupart du temps, il s'agira du Pro L2 de FabFilter, mais d'autres limiteurs comme le Sonox Oxford Limiter ou le DMG Audio Limitless sont aussi couramment utilisés. Vous l'aurez compris, il n'existe pas une chaîne d'effets prédéfinie de mastering. Chaque mix est différent et c'est en masterisant régulièrement que vous obtiendrez les meilleurs résultats. Terminons maintenant cet épisode de Let's Prod avec quelques astuces utilisées par les professionnels au moment du mastering. Let's Prod. Le contrôle de la dynamique,
c'est-à-dire la différence entre les sons les plus forts et les sons les plus faibles, est crucial en mastering. Ce contrôle permet d'obtenir un niveau loudness important tout en gardant un son propre. Pour cela, nous vous conseillons de contrôler vos crêtes dès le début de la chaîne de master avec des outils de clipping. Les clippers sont de véritables ciseaux sonores qui introduisent une légère saturation tout en contrôlant les niveaux forts. Il peut s'agir de soft clipping qui sonne plus analogue ou de hard clipping plus digital. Des outils gratuits comme Clip Shifter de LVC Audio ou payants comme Standard Clip de Sear Audio Tools sont parfaits pour clipper en début de chaîne. Vous pouvez compléter ce clipper avec un compresseur placé juste après comme le SPL Iron de Plugin Alliance. L'idée sera ici de sculpter la dynamique globale du morceau et de colorer un peu au passage. Veillez à utiliser de faibles ratios de compression, entre 1,5 et 2 pour 1, sous peine de ruiner le mix. Nous évoquions plutôt les exciters et leur intérêt en mastering. Pour aller plus loin, l'exciter d'Ozone offre la possibilité de travailler en mid-side et en multiband. Les outils mid-side permettent de traiter indépendamment le centre de l'espace stéréo, mid, et les côtés, side. Cela permet de sculpter l'espace stéréo tout en colorant indépendamment les différentes bandes de fréquences du son. Des élargisseurs stéréo comme l'imageur d'Ozone peuvent être très utiles si vous souhaitez obtenir plus de dimensions sur votre master. Comme pour l'exciter, l'imageur d'Ozone permet de travailler en multiband et d'élargir uniquement certaines gammes de fréquences. Les basses fréquences sous 150 Hz doivent rester en mono, notamment pour les subwoofers, mais un écartement des bas médiums de 150 à 800 Hz est souvent utile. Le reste des fréquences peut être élargi en fonction des besoins et uniquement si nécessaire. Enfin, terminez toujours votre chaîne de mastering par un limiteur. Dans le monde analogique, les limiteurs utilisés en fin de chaîne sont très souvent le Better Maker Mastering Limiter ou le Vice DS1 MK3. Une réplique exacte du Vice est d'ailleurs disponible en version plugin chez Softube. Ces deux limiteurs ont la particularité d'être très transparents et seront idéales pour obtenir un résultat professionnel. Si vous désirez une solution 100% digitale, des limiteurs comme le FabFilter Pro L2, le DMG Audio Limitless ou le TDR Limiter 6GE conviendront parfaitement. Pensez aussi à activer la fonction True Peak de votre limiteur final et à le positionner à -0,3 dB en sortie pour éviter la saturation lors d'une conversion en MP3. C'est tout pour cet épisode. Ce podcast vous a plu ? Pensez à laisser un maximum d'étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée. À très vite pour un nouveau numéro de Let's Prod. Let's Prod, le podcast de la production musicale. Let's Prod, par DJ Network, l'école des DJ et du son.